OK, donc la première question, ce serait, sous l'époque de Gbagbo, comment était la situation des droits de l'homme? Voilà, si on peut parler du ministère, des droits de l'homme ou du ministère qui s'occupait des victimes. Alors, je dois pouvoir dire que si nous voulons parler des droits de l'homme sous la gouvernance du président Laurent Gbagbo, peut-être qu'il faut voir déjà en 2002, en 2000, comment est-ce que lui-même il arrive au pouvoir. N'oublions pas que la Côte d'Ivoire sort d'une transition militaire après le coup d'État de 99. Donc, dans la parenthèse des militaires, les droits de l'homme étaient violés totalement, pratiquement en enfer. Ça, c'est l'expression que les militants des droits de l'homme nous utilisions pour dire que vraiment les droits de l'homme étaient chaos totalement. Pourquoi? Parce que les militaires, ils faisaient des règlements de compte. Il y avait des exécutions extrajudiciaires. Alors que le général Robert Gueye avait été applaudi parce que les gens pensaient qu'il fallait un militaire pour redresser le pays et tout cela. Ce que les Ivoiriens ont vu, jamais ils n'auraient souhaité avoir des militaires au pouvoir. Avec des PC crises, avec de la Camorra. Ce sont des groupes de militaires qui réglaient les comptes, même dans les familles. Il suffit que quelqu'un téléphone au PC crise, on descend chez vous, on tue systématiquement. Donc quand Laurent Gbagbo vient en 2000, on considère que c'est la démocratie qu'on remet sur les rails. Donc pour nous, qui sommes vraiment épris de la démocratie et de la liberté, c'était la bonne occasion. Et puis il faut reconnaître que c'est le vieil opposant historique, quelqu'un qui s'est battu pendant toute sa vie contre Oufouette, contre le régime du PDCI et qui arrive au pouvoir. Donc lui, avec la pression qu'il a maintenant et les exigences des populations, il va faire des innovations. On va avancer un peu du côté des droits de l'homme. Par exemple, c'est lui qui crée effectivement, comme vous le disiez, le ministère des droits de l'homme. En fait, c'était un ministre délégué et c'était dirigé par une dame, Madame Victorine Vaudier. Bon, c'était déjà une avancée. Sans oublier, mais c'est une grande parenthèse que je fais là, sans oublier que quand M. Laurent Gbagbo vient au pouvoir en 2000, il est aidé par une nouvelle constitution que le général Robert Gueye a laissée à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il fonde la Deuxième République. Il est important de noter cela parce que les droits de l'homme, ce n'est pas une vue de l'esprit. Les droits de l'homme se reposent sur la Constitution. Notre première Constitution du 3 novembre 1960 n'était pas très très bonne en matière des droits de l'homme. Il n'y avait pas assez de place. Mais Laurent Gbagbo a la chance, avant qu'il n'arrive, on a une constitution qui fait vraiment plus de 22 articles, un préambule qui parle bien des droits de l'homme. Donc lui, ça lui a permis de marcher dans les pas de la constitution. Donc il crée le ministère des droits de l'homme, c'est lui qui invente cela, c'était une avancée, et c'est lui qui crée encore la commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Et c'est comme cela que nous autres, nous avons fait partie de cette organisation-là, qui était une institution de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, je veux dire que oui, il a fait des avancées par rapport au respect des droits de l'homme. D'un point de vue, j'allais dire, formel, donc dans la Constitution, d'un point de vue étatique aussi, parce qu'il crée des ministères, il a créé une commission des droits de l'homme, mais entre la théorie, entre les principes et la réalité sur le terrain, il y avait toujours du travail à faire. Et nous autres militants des droits de l'homme, on n'a pas arrêté de critiquer les violations des droits de l'homme pendant le régime de M. Laurent Gbagbo. Parce qu'il ne faut pas rêver. Il y avait les violations des droits de l'homme. Par exemple, quand on parle des déchets toxiques, c'est un scandale qui est advenu en 2005, mais qui a créé des morts et des morts dans le pays. Et ça, c'est un dysfonctionnement de l'administration sous Laurent Gbagbo, avec soit le DG du port, avec le ministère des Transports, un certain Anaki Kobena, qui était donc du MFA, du mouvement des forces d'avenir, et qui dirigeait ce ministère des Transports-là. Et à l'époque, nous, on a demandé qu'il démissionne. Donc, oui, M. Laurent Gbagbo a fait un bond en matière de respect des droits de l'homme, en respectant les principes, mais quand même, les policiers continuaient toujours de racketter, il y avait toujours la corruption, il y avait toujours des groupes qui étaient intouchables dans le pays. J'ai eu la chance de militer dans 3 organisations. Parce que ça fait 20 ans, depuis que je suis étudiant, que je me suis lancé dans la défense des droits de l'homme. Donc j'ai fait 10 ans à la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, qui est la plus vieille organisation de défense des droits de l'homme. D'ailleurs, celle-là, elle a été créée par les premiers intellectuels qui voulaient affronter le vieux Oufouette, mais le vieux Oufouette avait interdit les partis politiques. Il y avait un seul parti politique qui était le PDCI, RDA, et personne ne pouvait créer des partis politiques. La Constitution l'interdisait, en quelque sorte. Donc, eux tous,
Ils ont créé des associations. C'est comme ça que la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, il y a les gens comme M. Vaudier, il y a les gens comme, on cite aussi même un certain M. Kokora, Mme Angèle Nyonsoa, on cite aussi même Mme Gbagbo, etc. Toutes ces personnes qui étaient opposées à Oufouette, mais qui ne pouvaient pas créer des partis politiques. Ils ont commencé par la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, hein, en 88. Et puis, en 90, bouf, avec le multipartisme qui est reconnu, la LIDO aussi se crée. Donc, j'ai fait 10 ans dans cette première organisation-là parce que j'étais le président de la section de Boaké, où je suis enseignant à l'université. Donc, j'ai dirigé cette organisation pendant 10 ans. Et puis après, il y a eu une autre organisation qui a été créée qu'on appelle l'APDH, Action pour la protection des droits de l'homme. Donc, ce sont des jeunes qui librement disent, bon, écoutez, nous, on ne peut pas militer à la LIDO, nous allons créer notre organisation parce que depuis 2002, la Côte d'Ivoire est en guerre. Mais nous ne voyons pas les organisations de défense des droits de l'homme défendre la Constitution, défendre les institutions. Parce qu'après tout, une rébellion, elle vient attaquer un pouvoir légitime, démocratique. Tout démocrate qui milite pour les droits de l'homme doit condamner la rébellion. Or, à cette époque-là, les organisations de défense des droits de l'homme n'ont pas très bien condamné. Donc, ces jeunes Ivoiriens ont créé l'APDH. Ils m'ont sollicité et moi, j'ai travaillé avec eux. Pendant 2 ans, j'ai été le président national de cette organisation de défense des droits de l'homme, qu'on appelle donc l'APDH, de 2005 jusqu'en 2007. Depuis en 2007, j'ai dû partir parce que j'ai été appelé et j'ai été nommé à la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Donc, je veux dire, on ne peut pas dire que je suis neutre à 100%, ça n'existe pas, c'est une vue de l'esprit, mais nous, on s'est efforcé pour être à équidistance des partis politiques et des dirigeants politiques. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue de créer la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique. Je vous dis en 2 mots pourquoi. Simplement parce que comme je suis dans les droits de l'homme, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui, j'ai pu constater que quand la vie politique, elle ne va pas bien, on viole les droits de l'homme. C'est-à-dire que quand il y a un conflit entre les politiciens, ça se réjaillit sur les populations dont on viole les droits. Donc pour moi, j'ai voulu créer la Fondation pour éduquer le monde politique, pour donner. Parce que ce n'est pas tous les politiciens qui connaissent même les rouages de la démocratie. Laurent Gbagbo est un vieux politicien. Il est allé à l'école pour la politique. Il a connu l'exil. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de politiciens qui se sont ramassés comme cela et qui font la politique sans connaître la politique. Je dis la politique, c'est une science. Si tu n'as pas eu la chance de l'étudier, il faut au moins avoir l'humilité de continuer d'apprendre. Et puis, la politique doit s'adapter à l'évolution du monde. Vous ne pouvez pas aujourd'hui être politicien si vous ne connaissez rien des droits de l'homme. Parce que quand on fait la politique, c'est pour protéger les droits des citoyens. C'est pour donner du bonheur aux citoyens. Et ça, ce sont des choses que nous avons voulu donner humblement aux dirigeants politiques. Pour leur dire que le peuple, quand vous remarquez, quand vous réclamez le pouvoir, le peuple vous le prête, mais vous devez respecter le peuple. Le vrai propriétaire du pouvoir, c'est le peuple. Donc ça, ce sont des choses qu'on a voulu donner comme modèle à nos dirigeants. C'est comme ça qu'on a créé la fondation. Et je pense qu'on a vu juste. Dès que la vie politique est allée très mal en 2010, je pense que nous allons en parler, il y a eu donc la crise électorale, des milliers et des milliers de morts. Donc pour moi, il faut qu'on fasse la politique de façon saine, sans qu'on touche aux droits de l'homme, sans qu'on touche à la vie des populations. Un politicien qui quitte le champ politique pour aller prendre une arme, pour aller attaquer la population, brimer la population, il est condamnable et il n'est pas digne d'être appelé un politicien. Et juste pour retourner toujours en 2002-2003, des autres organisations comme Amnesty International, on sait par exemple qu'il y avait un rapport qui est sorti 3-4 mois plus tard, après Marcoussis, et on ne savait pas qu'est-ce qui se passait réellement dans le nord de la Côte d'Ivoire. Comment était la relation avec les ONG locales de la Côte d'Ivoire et les organisations internationales comme Amnesty International, Human Rights Watch? Est-ce qu'ils ont eu un rôle de légitimation d'un ou l'autre côté? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils étaient manipulés, comme on dit souvent aujourd'hui, ou... Alors, même au niveau d'abord, les organisations nationales. Vous savez que les organisations nationales de défense des droits de l'homme, pour la plupart, parce que j'ai cité la LIDO, j'ai cité l'APDH, donc j'ai participé à ces deux-là, mais il y avait aussi une autre qu'on appelle par exemple le MIDH, le Mouvement ivoirien des droits humains, qui a été créé par le juge Zorobi, qui est celui qui avait signé le certificat de nationalité de M. Alassane Ouattara quelques années auparavant. Bref, la plupart des organisations
elle se trouve coincée, pour ne pas dire plombée, lorsque le conflit ivoirien devient international. Parce qu'une ONG nationale, elle est soutenue financièrement par des organisations internationales. Par exemple, il y a l'Union européenne qui finance des projets. Vous avez l'Union africaine qui finance des projets. Vous avez, on avait aussi le NDI aux États-Unis qui finance des projets. Donc, à partir du moment où une organisation internationale vous finance et qu'il y a un conflit, la position que vous devez prendre là, elle regarde dans le même sens que celui qui vous donne les moyens. Généralement, et c'est ce qui a fait que les organisations de défense des droits de l'homme au plan national se sont retrouvées plombées. Elles sont devenues caduques. Elles ne pouvaient pas dire autre chose que ce que disait l'Union européenne, que ce que disait l'ONU, parce que même parfois, il y a les services de l'ONU qui peuvent financer des projets de certaines organisations. Donc ça, c'était le premier point très important. Mais il y a un autre aussi, les organisations de défense des droits de l'homme au plan international, que moi, j'ai toujours respecté. Par exemple, au plus fort de la crise, quand Amnesty International envoie son représentant en Côte d'Ivoire, M. Jonathan, je crois, on le reçoit, celui qui sort les rapports aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Je l'ai reçu à l'APDH plus d'une fois. Et généralement, la collaboration, elle est de fait. La collaboration, normalement, parce que quand ils arrivent, parfois ils s'appuient sur les ONG qui sont locales. Parce que vous savez que le fonctionnement de Amnesty International, c'est que Amnesty International Côte d'Ivoire ne peut pas se prononcer sur les dossiers de la Côte d'Ivoire. Donc quand le représentant vient, il rentre en contact avec les autres organisations de défense des droits de l'homme, il échange avec eux, ça lui permet d'avoir une idée. Si moi je vais en mission, par exemple, dans n'importe quel pays, je vais contacter les militants des droits de l'homme du pays pour voir un peu, avant que je ne fasse ma propre enquête personnelle. Donc on avait de bons rapports, mais en même temps, nous on n'a pas été surpris. Parce que beaucoup ne maîtrisent pas très souvent les dossiers au plan national et puis ils prennent position. Et quand ils prennent position, parfois c'est dangereux pour les populations quand on met en danger. Donc c'est vrai que Amnesty International, Human Rights Watch, s'ils avaient été beaucoup plus collaborateurs, ils auraient pu voir et sauver des vies humaines. Mais malheureusement, je dois vous dire que la plupart de ces organisations-là, on a pu découvrir dans la crise ivoirienne au plus fort qu'il y a des financiers qui sont dans la communauté internationale. Du coup, ces organisations-là ont joué le même travail que la communauté internationale. Et je termine pour vous dire ceci, chère madame. Chez nous, nous pensons que les droits de l'homme ont été instrumentalisés en Côte d'Ivoire. Ont été instrumentalisés par les organisations, par la communauté internationale, en passant par les organisations internationales de défense des droits de l'homme. Parce que lorsque la communauté internationale dit Laurent Gbagbo est dictateur, on s'arrange pour qu'une ONG internationale sorte un rapport l'accusant de dictature, et puis du coup, le tour est joué. Et moi, j'ai été choqué de savoir que le procureur de la Cour pénale internationale, M. Ocampo, l'ancien, avant Mme Bensouda, il a osé accuser M. Laurent Gbagbo, le menacer. S'il ne partait pas, il serait poursuivi pour crime contre l'humanité. M. Laurent Gbagbo n'est pas parti, alors que les crimes n'étaient même pas encore commis. Et après, on commence à les fabriquer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'aspects dans la crise ivoirienne où il y a des montages. Parce que comme on l'avait déjà accusé, il faut maintenant trouver les éléments. Et vous avez vu, peut-être qu'on parlera du procès, mais vous avez vu comment c'est vide. Parce qu'on l'a déjà accusé. Donc il faut maintenant trouver des moyens de le condamner. Et il n'y en a pas. Voilà le drame. Donc je résume pour dire que oui, beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme ont été complices. En même temps, aujourd'hui, je dis, ils sont en train de rattraper. Parfois, maintenant, ils sortent des rapports où il y a la vérité. Tout le monde pensait que c'est Laurent Gbagbo qui était l'assassin. C'est lui qui tuait. Il a fallu aujourd'hui, avec le combat des patriotes, des résistants, à travers toute la diaspora, pour qu'aujourd'hui, on puisse aller maintenant déterrer les corps à Diokoué, déterrer les morts qu'il y a eu devant la résidence du chef de l'État à Abidjan, déterrer les morts qu'il y a eu à Yopougon. Tout ça parce qu'on les considérait comme des pro-Gbagbo ou bien des gens de l'Ouest, en tout cas des gens qui n'ont pas un nom Djoula. C'est triste. Et c'est pour cela qu'on a dû fuir notre pays, nous autres, parce que je ne peux pas accepter que je sois dans un pays où on dit qu'il y a la démocratie, où on dit qu'il y a la liberté, et puis je ne peux pas m'exprimer. Laurent Gbagbo dont on parle, il me permettait d'être à la télévision et de le critiquer.
Oui, parce qu'en effet, pendant la crise, vous critiquez d'un côté les forces nouvelles qui n'accomplissaient pas le désarmement 2 mois avant, Tout à fait. mais en même temps, vous disiez la lenteur de l'établissement sur les listes électorales définitives. Il Exactement. faut vous organiser, tout ça. Donc, quelles étaient les autres critiques par rapport, juste pour finir sur disons, par rapport à la période Gbagbo, à part, disons, par exemple, les listes définitives, pourquoi c'était si lent et... Alors oui, nous on a été très sévère. On a été très sévère avec M. Laurent Gbagbo parce que, vous savez, c'est comme disent les chrétiens, Dieu sera plus sévère avec celui qui était son représentant, comme le prêtre, le pasteur ou bien l'imam, que le pauvre citoyen qui, lui, n'a pas de responsabilité. Oui, on a été dur avec M. Laurent Gbagbo parce qu'il est le père de la démocratie. À cet égard-là, quand il est au pouvoir, pour nous, il faut que la démocratie fonctionne bien. Ça faisait depuis 2000. À partir de 2005, les problèmes de la Côte d'Ivoire ont commencé. Parce que selon notre constitution, en 2005, on devrait faire les élections. On n'a pas pu les faire. Mais ça, ce n'est pas la faute de M. Laurent Gbagbo. Parce qu'il y avait des rebelles qui occupaient la partie nord du pays. Le pays était coupé en deux. Ils ne pouvaient pas organiser les élections. Mais à partir du moment où il a refusé les résolutions de l'ONU, la résolution 1633, après il y a eu la 1721, et que lui-même, il crée le dialogue direct avec la rébellion, et puis il prend l'accord de Ouagadougou, signé donc le 4 mars 2007, on se dit que petit à petit, la paix et la stabilité commencent à arriver dans le pays, puisque le président lui-même dit la guerre est finie. Donc pour nous, il fallait maintenant que le président fasse tout pour organiser les élections. Et il nous a entendus. D'ailleurs, lui-même, en tant que démocrate, il sait très bien que c'était un peu compliqué, qu'après 2005, ça faisait 1 an, 2 ans, 3 ans de plus, sans qu'il ne fasse des élections. Mais, madame, là où il y a eu le hic, c'est que les rebelles, aidés par la communauté internationale, aidés par l'opposition politique de Côte d'Ivoire, ils n'ont pas accepté de faire le désarmement. Or, l'accord de Ouagadougou disait que 2 mois après avoir fixé la date de l'élection, les rebelles devaient désarmer pour qu'on aille aux élections. Donc, pour nous, nous avons mis la pression sur le gouvernement que dirigeait M. Soro Guillaume pour que les élections se déroulent. Parce que la démocratie doit être totale et puis bon, la Côte d'Ivoire va commencer à prospérer. Vous savez, madame, que pendant 10 ans, M. Laurent Gbagbo n'a même pas pu mettre en pratique son programme de gouvernement. La jeunesse n'a pas pu avoir les emplois pendant 10 ans. Parce que pendant 10 ans, il n'a fait que résister. Pendant 10 ans, tout son programme, c'est comment faire pour éviter les coups d'État. Puisqu'il est élu en 2000. En 2001, il fait le forum de réconciliation nationale. En 2002, paf, on l'attaque. Déjà en 2001, avec la Mercedes... la Mercedes noire de eBay, tentative de coup d'État. Depuis 2000 jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on l'enlève le 11 avril 2011. Ce n'était qu'un pouvoir attaqué. Et puis parfois, il était seul contre le monde entier. Donc c'était impensable de savoir qu'un seul monsieur qui a été élu en 2000 pourtant, il fait face à une opposition interne, à une rébellion interne et à toute la communauté internationale. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu dans le monde. Et vous voyez que c'est la mode aujourd'hui. Une communauté internationale qui aide les rebelles. Elle les aide en Côte d'Ivoire. Elle les a aidés en Libye. Elle va les aider encore en Syrie. Donc je ne sais plus où est la démocratie. Parce que quand même la démocratie a des principes. Vous voulez prendre le pouvoir, mais allez-y dans les urnes. Mais chez nous, on prend les armes et on attaque un régime sans motif. Alors que vous savez très bien que l'ivoirité, vous savez très bien que ce n'est pas lui qui est le père de l'ivoirité. C'est un certain Bédier. Et même avant... oui, même avant Bédier, on sait très bien que le pouvoir de Feu Félix Houphouët-Boigny était un peu pratiquement sur les ethnies. Les Akans, et c'était agaçant. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, nous avons mis la pression sur M. Laurent Gbagbo et c'était une façon pour nous de l'accompagner à appliquer la démocratie. Et lui-même, il appréciait cela. Parce que les contacts que j'ai eus avec lui personnellement, il ne m'a jamais critiqué négativement. Au contraire, il me disait, et il a dit publiquement, le 7 mai 2007, lorsque la FECI a cassé nos bureaux, il est venu en personne à la Lido qui avait été cassée et à l'APDH qui avait été cassée. Et il a dit, dans une démocratie, ce ne sont pas les partis politiques seulement qui font avancer la démocratie.
il faut qu'il y ait les syndicats, il faut qu'il y ait les ONG de défense des droits de l'homme pour faire avancer le pays. C'est ensemble qu'on fait avancer un pays. Ça, c'est la pensée d'un démocrate. Et pourquoi vous êtes attaqué à l'époque On avait été attaqué parce que c'était un fait qui s'était produit. Les enseignants avaient fait une grève à l'université pour l'amélioration de leur salaire. La grève a duré trop longtemps, 3 mois. Et donc, les étudiants disent, mais pourquoi les défenseurs des droits de l'homme, ils défendent les droits seulement des enseignants, et puis nous, étudiants, notre droit d'aller à l'école, ils ne le défendent pas assez. Je pense qu'ils avaient fait une lecture pas tout à fait approfondie, et un matin, ils se sont décidés à aller attaquer nos organisations. Ils ont tout saccagé dans nos bureaux, et c'est comme ça là que le chef de l'État nous a reçus et il a visité nos bureaux pour nous dédommager. Voilà un peu comment ça s'est passé. Mais ça, nous l'avons apprécié parce que ce n'est pas toujours que dans un pays, même démocratique, que le chef de l'État se déplace lorsque des organisations de défense des droits de l'homme qui critiquent toujours le gouvernement sont attaquées. Voilà un peu, je cite ces choses-là parce que ça vous permet de voir la pensée de nos dirigeants. Vous allez voir la pensée de M. Bédier, qui crée l'ivoirité. Vous allez voir la pensée de M. Alassane Ouattara, qui fait aujourd'hui le rattrapage ethnique. Et puis vous allez voir la pensée de M. Laurent Gbagbo, qui a sémé les fondements de la démocratie. Et ce que je vous dis là, je vous le dis à froid, je ne suis pas payé pour cela, mais j'aime la vérité. Et j'aime lorsque quelqu'un fait avancer son pays. Et aujourd'hui, on va le traiter de dictateur, d'assassin. Et il va croupir à la CPI pendant que les Soro Guillaume, les Ouattara, les Ouattao, les shérifs Ousmane, qui ont éventré nos étudiantes, qui ont violé les gens, qui ont violé les droits de l'homme, sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est un régime qui mérite d'être blâmé, condamné. Et je le condamne. Vous savez, la CPI peut inventer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, chère madame, qu'aujourd'hui, comme on a fini de tuer le loup, ou bien enfin, je veux dire, la victime, il faut maintenant trouver des moyens pour justifier le crime que nous, on a commis. Ils ont vendu la peau de loup sans l'avoir tué, ils ont condamné Laurent Gbagbo sans qu'il n'ait commis, c'est-à-dire qu'il n'ait eu entre leurs mains les preuves concrètes. Sinon, aujourd'hui, là, le procès, il y a longtemps il était déjà condamné, mais ils ne peuvent pas. Parce qu'ils l'ont fait trop vite. Et c'est pour cela que nous voyons une main politique derrière la Cour pénale internationale. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les articles du statut de Rome qui le disent très clairement. À partir du moment où le Conseil de sécurité de l'ONU peut demander qu'on arrête des poursuites contre un individu, ça veut dire que le Conseil de sécurité a une influence, a des ordres qu'il peut donner à la CPI. Or, pour moi, dans mon pays, je sais que M. Laurent Gbagbo a été enlevé par l'ONU avec les résolutions du Conseil de sécurité. C'est comme si finalement il était l'otage pratiquement de l'ONU, puisque la CPI est un instrument de l'ONU. Bref, alors vous me dites, oui, des réunions, mais de quelles réunions il s'agit? Moi, je fais des rencontres publiques. Et je dois vous dire, madame, que Laurent Gbagbo qu'on veut condamner aujourd'hui, là, même au plus fort de la crise, alors qu'il a été proclamé en bonne et due forme, et il a été investi le 4 décembre 2010 par le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, ce Laurent Gbagbo qui aurait pu dire, moi, ce n'était pas moi qui suis l'arbitre, moi je suis un candidat, j'ai porté des réclamations, des revendications, et le Conseil constitutionnel m'a donné raison. Moi, Laurent Gbagbo, je jouis de mon pouvoir, point, basta. Il aurait pu dire ça. Mais malgré cela, il trouve des solutions pacifiques. Nous, il nous a reçus le 20 décembre 2010. Il a été proclamé le 4 décembre 2010 et nous, on a pris position de façon ferme. Moi, j'étais au palais. J'étais au palais parce que je dis, dans une république, c'est les lois de la république qui s'imposent dans une république. Dans une république, ce n'est pas les lois de l'église qui s'appliquent, ce ne sont pas les lois de la communauté internationale qui s'appliquent. Ce sont les lois du pays qui s'appliquent. Et à la matière, le Conseil constitutionnel a tranché. M. Laurent Gbagbo a été proclamé vainqueur de l'élection. Moi, citoyen, respectueux des institutions de mon pays, je me dois de m'aligner sur la décision du Conseil constitutionnel. Et d'ailleurs, M. Ouattara ne nous a pas donné le choix. Parce qu'en même temps que M. Laurent Gbagbo a prêté serment, le 4 décembre 2010, M. Ouattara a prêté serment à l'hôtel du Golfe devant un huissier, sur la base de la certification d'un certain représentant de l'ONU qu'on appelle M. Joy. Alors vous voulez que dans mon pays, je sois en train de choisir entre une décision d'un certificateur et puis une décision d'un conseil constitutionnel. Alors ça, c'est le b.a.-ba du droit. On n'a même pas besoin d'aller à l'université pour savoir que les lois de la République s'appliquent en tout lieu. Et lisez la Constitution. Et c'est pour cela que, quand cela a été fait, madame,
nous avons soutenu la légalité constitutionnelle. Ça, c'était clair et puis il n'y a pas de débat là-dessus. Mais en même temps, vous avez demandé des rendez-vous avec, aussi avec l'ambassadeur américain, je crois. Exactement. Et Ouattara, et il a refusé, non? Ça a été refusé. Donc moi, en tant que militant des droits de l'homme, nous sommes allés voir M. Laurent Gbagbo le 20 décembre. Madame, on lui a dit deux choses. Monsieur le Président, nous sommes d'accord avec la décision du Conseil constitutionnel parce que pour nous, c'est la décision de l'instance suprême qui proclame les résultats. Mais en tant que président de la République, vous avez l'obligation de trouver une solution pacifique. Parce que ce n'est pas sain qu'il y ait des Ivoiriens qui soient entassés à l'hôtel du Golfe. Ce n'est même pas bon pour vous-même qui êtes un démocrate. Trouvez donc une solution. Nous étions le 20 décembre. Le lendemain, 21 décembre, M. Laurent Gbagbo a fait une interview pour dire « Je demande à la communauté mondiale de venir faire le recomptage des voix. » J'ai dit bravo. C'est-à-dire qu'il est proclamé vainqueur de façon légale et régulière, mais malgré cela, il dit « Venez recompter ». Et même j'ai accordé des interviews à des journalistes, j'ai dit « Mais M. Laurent Gbagbo prend un risque. Parce que si vous venez compter, vous venez recompter, que même si vous mentez dans le recomptage, il est obligé de partir. Parce que c'est lui qui a permis que vous veniez compter. Si la communauté internationale aimait les Ivoiriens, si elle aimait la paix, elle aurait pu profiter de cette occasion-là pour venir faire semblant, ne serait-ce que faire semblant de recompter. En ce moment-là, plus d'un Ivoirien allait être d'accord avec la communauté internationale en disant que M. Laurent Gbagbo, toi-même tu as dit de venir recompter, les gens ont recompté, il faut partir. Mais ils ont refusé cela. Quand vous refusez de venir recompter les voix, alors qu'en Haïti, on venait de recompter les voix, alors qu'aux États-Unis, en 2000, on a recompté les voix, alors qu'aujourd'hui, à l'UMP, à Paris, on recompte des voix, je dis c'est que les gens ont voulu sacrifier mon pays. Ils ont voulu sacrifier les Ivoiriens. Et ce n'est pas juste. Donc maintenant, il nous a reçus. Ce n'était pas des réunions secrètes. De quoi on parle? On dit que M. Laurent Gbagbo, non mais maintenant, dans tous les pays du monde, lorsqu'un pouvoir est en danger, il y a des réunions, il y a des rencontres qu'on appelle, on met en place des comités de crise. Ce sont des comités de crise qui font que la journée, vous travaillez pour les citoyens, mais à des moments de la journée, vous vous retrouvez pour réfléchir et trouver des solutions à la crise. Madame, nous étions en guerre. La Côte d'Ivoire était en guerre. À partir du moment où les institutions du pays ont proclamé un vainqueur et que parallèlement, vous proclamez d'autres vainqueurs, vous, communauté internationale, vous avez créé la guerre. Et chaque jour, le pouvoir demandait à l'ONU de rentrer. Parce que l'ONU avait extrapolé son pouvoir. Il y avait une immixtion dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire. Il y avait une violation de la souveraineté du pays. Le pays était en guerre à partir de ce moment-là. Donc depuis le 4 décembre 2010, la Côte d'Ivoire était pratiquement en guerre. Parce que l'ONU a créé le bicéphalisme au sommet de l'État en proclamant un autre président à côté du président légal. Donc oui, il y avait des rencontres de crise. Moi j'ai eu la chance, je les ai rencontrés. Il n'y avait pas de secret là-dedans. Quand le chef d'État nous reçoit le 20 décembre, le 21, il donne cette décision-là. Et le comité de crise, c'était quoi? C'était des ministres, des anciens ministres, pour chercher des solutions. Il n'y avait rien de sorcier. Le 23, c'est M. Mangou, Philippe, le chef d'état-major, et tout son staff qui nous reçoit. Parce que nous voulons faire de la médiation pour que la paix revienne dans le pays. Le même courrier que nous avons adressé au président de la République pour lui dire « Monsieur le Président, nous souhaiterions vous rencontrer ». C'est le même courrier qu'on a adressé au RDR et donc au RHDP qui faisait bloc à l'hôtel du Golfe et au siège du RDR. Et puis c'est le même courrier qu'on a adressé à l'ambassadeur de France, à l'ambassadeur des États-Unis et aux représentants de l'ONU. Voilà. Ils n'ont pas voulu nous recevoir. Simplement, ils n'ont pas voulu nous recevoir. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que à partir de notre position, parce que c'est moi qui ai rendu public notre position le 4 décembre, comme j'étais au palais où le président de la République légal a prêté serment. Quand je suis sorti, les journalistes m'ont tendu la parole et le micro et je leur ai dit cette parole-là qui était très claire. À partir de là, l'ONU et donc le RHDP ont estimé que nous avons pris position pour M. Laurent Gbagbo, donc il ne peut pas nous recevoir. Mais on ne s'est pas arrêté là, madame. Quand ça a été ainsi, il y avait une rencontre sur la Côte d'Ivoire à Addis Abeba. Nous avons payé notre billet d'avion et nous sommes allés à Addis Abeba. Tout ça pour rechercher la paix. Mais d'ailleurs, je dois peut-être ouvrir une parenthèse pour dire, même avant d'aller à Addis Abeba, nous sommes allés aussi à Abuja. À Abuja, nous avons porté une plainte devant la Cour de justice
de la CEDEAO contre la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Parce que, madame, les violences qu'il y a eu dans notre pays, tout ça a été alimenté, c'est vrai, par la communauté internationale, mais c'est un bien grand mot. Dans la communauté internationale, la première organisation régionale qui a mis le feu aux poudres, c'était la CEDEAO. Voilà, c'était justement ça, le 28 décembre, non? Vous avez porté plainte contre la CEDEAO, mais vous n'étiez pas seul, vous étiez avec beaucoup d'autres organisations de défense des droits de l'homme, tout à fait. Si vous pouvez parler de oui, combien vous étiez et... Alors, il y avait, on était plusieurs organisations, mais il y a 5 qui ont fait le déplacement pour aller porter la plainte. Il y avait donc la FIDOC, mon organisation, puisque c'est moi qui étais le chef de délégation. Il y avait l'APDH, dirigé par Maître Hervé Guamene. Il y avait aussi FIDENACI, les fidèles à la démocratie et à la nation, dirigé par une dame. Et puis il y avait aussi 2 syndicats, dont je ne me rappelle pas le nom. On était 5, de toute façon les documents existent. Nous sommes allés le 24 décembre à Abuja. Pourquoi? Parce qu'on estime que, comment des chefs d'État de la sous-région, un pays est en train de brûler, mais proposer des solutions pacifiques. Ce sont eux qui, la première fois, ont donné l'idée de l'ECOMOG, la force de la CEDEAO pour intervenir militairement en Côte d'Ivoire. Or, ça, c'était l'idée de Soro Guillaume et de M. Ouattara. Donc, la CEDEAO, sans réfléchir à la paix, sans réfléchir aux populations, d'ailleurs, vous savez très bien qu'en Côte d'Ivoire, on a au moins 30% d'étrangers qui viennent de la CEDEAO, des Burkinabés, des Maliens, des Nigérians, des Ghanéens. Eux tous, une population, si vous avez 30% d'étrangers, quand même la communauté régionale, sous-régionale, avant d'intervenir, doit pouvoir réfléchir. Ils ne l'ont pas fait. Et pour nous, parce qu'ils ont évoqué l'idée d'une intervention militaire, nous avons porté plainte contre eux. Et la Cour de justice de la CEDEAO nous a donné raison. Elle a débouté l'option militaire en disant un conflit politique, un conflit post-électoral, c'est un conflit politique. Nul besoin de prendre les armes pour régler une affaire politique. Et on nous a donné raison. Et pourquoi ils ont changé après? Ils ont changé après parce que à Addis Abeba, ils ont mis en place un panel de chefs d'État, en disant que le panel des chefs d'État, c'est celui-là qui va aller faire un peu la médiation. Les conclusions du panel, dès que ça descend, pour nous, c'est terminé. Et les résultats du panel ont été donnés le 10 mars 2011. Mais à partir de ce moment-là, M. Ouattara était déjà en position de force. M. Ouattara il a été renforcé dans sa force, dans son idée d'intervention militaire. Donc le 10 mars, le panel des chefs de l'État, de l'Union africaine donne le verdict. Le 10 mars 2011 à Addis Abeba, j'y étais. Et le 17, M. Ouattara prend l'ordonnance pour créer les FRC. Mais le 10 mars, l'option était encore pacifique, non? Oui, le 10 mars, c'était pacifique, mais en même temps, ils ont été très clairs. Ils ont dit que les décisions du panel s'imposent. Et comme M. Laurent Gbagbo avait envoyé M. Afin Guessan, qui a dit, dans tous les cas, on en prend acte. Arrivé sur le terrain maintenant, il fallait trouver les voies de solution. Madame, j'ai eu la chance d'aller au palais plus d'une fois dans cette période de crise grave. Et je dois pouvoir vous dire que je fais partie de ceux qui ont toujours demandé à M. Laurent Gbagbo de regarder l'intérêt supérieur de la nation. Et je vous regarde droit dans les yeux et je dis, au plus fort de la crise, ce monsieur cherchait quelles sont les voies et moyens pour aller à la paix. Si M. Ouattara était dans les mêmes dispositions que M. Laurent Gbagbo, à ce moment-là, on aurait sauvé des vies humaines. Mais M. Ouattara était braqué parce que pour lui, comme la communauté internationale le soutenait, pour lui, il n'y a plus de négociations avec M. Laurent Gbagbo. Il doit partir et il partira. Et vous voyez de l'arrogance de M. Soro Guillaume qui défiait le président de la République. Et puis en même temps, M. Sarkozy qui, dans ses voyages hors de la France, donnait des ultimatums à un président de la République, d'une République souveraine de la Côte d'Ivoire. On était humiliés, on était bafoués, parce que jamais on ne peut voir ça à travers le monde. C'est dans un pays africain. Et l'Union africaine a laissé faire. Et la CEDEAO a laissé faire.
Est-ce que l'Union africaine, c'était une question de manipulation, disons, pas de manipulation, mais peut-être j'avais entendu que le président tanzanien était passé par Paris, on lui avait offert des enlèvements des dettes, par exemple, ou bien même l'Afrique du Sud, Zuma, qui en marre dit non, Gbagbo a gagné, et après il change un peu d'avis, donc c'est des pressions politiques qu'on met... donc l'Union africaine n'a pas un poids. Oui. Alors je dirais pour deux raisons. D'abord, tout le monde sait, en tout cas pour nous qui sommes africains, nous savons très bien que l'Union africaine n'est pas vraiment une structure indépendante en tant que telle. Elle dépend beaucoup de l'aide occidentale. À partir du moment où le budget même de l'Union africaine est soutenu par l'Union européenne, c'est difficile que l'Union africaine proclame son indépendance et son autonomie dans le règlement des conflits en Afrique. Généralement, elle va s'aligner, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est valable pour les ONG, mais c'est valable aussi pour les institutions africaines qui bénéficient du soutien matériel et financier de l'Occident. Donc, vous voyez que, et ça, la question que vous posez, c'est une question de fond. Si l'Afrique veut son indépendance, si l'Afrique veut son autonomie, à travers ces organisations africaines, il faut qu'elle commence d'abord à assumer au plan matériel et financier son autonomie. Regardez, lorsqu'il y a un pays africain qui brûle, comme par exemple le Mali, et que les Africains veulent aller sauver le Mali, il faut trouver de l'argent pour financer la force africaine qui va aller au Mali. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Le résultat, c'est la France, la vieille colonie, qui va aller jouer les maîtres sauveurs. Et les Africains sont là. Mais finalement, à quoi nous servons? À quoi servent nos organisations? À quoi servent nos forces militaires? Pourtant, dans chaque pays africain, il y a des militaires. Regardez en Centrafrique, où récemment, on vient de descendre Bozizé. On vient de le déposer. Qui allait à son secours? C'est l'Afrique du Sud. Parce que nous avons une seule puissance africaine, c'est l'Afrique du Sud. S'il y avait 2, 3, 4 Afriques du Sud, 5 Afriques du Sud, peut-être que l'Afrique allait prendre son envol. Malheureusement, non. Donc, le premier point qu'il faut retenir, c'est que oui, c'est triste, mais les organisations africaines n'ont pas une autonomie financière, elles n'ont pas une autonomie d'action. Elles dépendent de plusieurs organisations du financement de l'Occident. Donc, leurs positions, leurs verdicts sont alignés sur ce que pense la communauté internationale, malheureusement. Mais il y a une deuxième raison. Il y a une deuxième raison aussi, c'est que j'ai eu la chance de participer à un plateau télé à Raison d'État avec un ancien ministre d'Houphouët-Boigny qui s'appelle Jean-Jacques Béchiot. Monsieur Jean-Jacques Béchiot, qui est ancien diplomate, il a été ministre de la fonction publique sous Houphouët, un ancien diplomate de l'ONU, qui nous dit, mais est-ce que vous savez comment ça fonctionne là-bas à l'ONU? Tout se négocie. C'est-à-dire que si la France veut atteindre un objectif, elle va négocier avec le pays qui est réticent pour le convaincre. Vous voyez vous-même, suivez la crise en Syrie. Combien de fois ils n'ont pas fait la cour à la Russie? Combien de fois ils ne font pas la cour à la Chine pour leur dire, mais laissez-nous faire, non. Mais la Russie et la Chine ont dit, niet. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Bachar el-Assad est encore au pouvoir. Donc, tout se négocie. La France voulait dégager M. Laurent Gbagbo parce qu'il est trop nationaliste, parce qu'il a des idées centrées sur l'Afrique, il a des idées centrées sur la Côte d'Ivoire. Il fallait par tous les moyens le dégager. Pour le dégager, ben oui, si l'Afrique du Sud le soutient un peu, on va mettre un peu la pression. Si l'Angola le soutient un peu, on va mettre un peu la pression. Tous ceux qui le soutenaient, même la Russie, à un moment donné, même aurait pu. Mais à partir du moment où la France dit, tout ce qui se passe dans une ancienne colonie française, c'est moi, la France, qui suis responsable. Vous autres, mettez-vous de côté. Vous savez très bien que comment ça se passe dans le monde, on parle de justice internationale, mais il y a la diplomatie internationale, il y a les affaires. Finalement, nous, on est bien placés pour dire que l'Afrique a été partagée. Donc, c'est le partage qui continue. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est la France qui fait les projets de résolution au Conseil de sécurité sur la Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes propriété de la France. Et je voulais m'arrêter là pour vous dire, tout ça, ça va changer. Et ça, je vous le dis par anticipation à la suite de notre entretien et à la fin. Mais pour moi, c'est fondamental que je vous le dise maintenant. Tout ça, ça va changer. Le combat que vous nous voyez en train de mener pour que M. Laurent Gbagbo soit libéré et que la démocratie, la vraie, redémarre en Côte d'Ivoire, ce n'est même pas un problème. Ce n'est même pas un combat pour Laurent Gbagbo, ni pour le FPI.
mais c'est un combat pour toute l'Afrique. Parce que toute l'Afrique est bâillonnée par les anciennes puissances coloniales. Tout ce qui se passe en RD Congo, il faut aller demander la permission à la Belgique. Parce que c'est la Belgique qui a colonisé. Tout ce qui se passe au Mali, il faut aller demander la permission à la France. Même le franc CFA, il faut demander la permission à la France. Mais je crois que c'était ça qui faisait peur, que Gbagbo voulait sortir quand même du CFA, il voulait faire un fonds régional de développement. Ils ont eu peur de cela parce qu'il y avait le projet effectivement imminent de la sortie du franc CFA dès le mois de mars. Et non, dès le mois de mai. Donc il fallait très vite le dégager. C'est pour ça qu'en avril, ils ont précipité les choses. Sarkozy, plus zélé que président français, on n'en a jamais vu. Il était zélé, il parlait pratiquement comme s'il parlait. Mais ce n'est même pas un discours digne d'un président de la République. Parce que le président de la République, il est d'abord diplomate. Il parle à son homologue. Pour eux, non, Laurent Gbagbo, c'était... Est-ce que M. Sarkozy est sûr qu'il est plus démocrate que M. Laurent Gbagbo? Regardons les parcours, regardons les ouvrages, regardons les écrits. Moi, je fais un travail d'analyse intellectuelle et scientifique. Tu es le président de la France, tu n'es pas le président de la Côte d'Ivoire. Mais même l'Union européenne, vous l'avez attaqué à l'époque par rapport à les sanctions qu'ils ont exercées. Est-ce que vous étiez écouté? Et comment est-ce que vous avez attaqué ça? Parce que les sanctions sur l'interdit des choses qui arrivaient par le port incluaient aussi les médicaments. Mais vous l'avez, je suis très fier de vous, madame, parce que je vois très bien que vous avez lu le livre que nous avons produit. Et c'est formidable. Parce que dans cet ouvrage, nous relatons un peu comment la communauté internationale, l'Union européenne, peut mettre un embargo sur les médicaments au plus fort de la crise ivoirienne à cause d'un individu qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Comment, à cause de cet individu, on peut fermer les banques dans notre pays? Attendez, mais eux qui nous enseignent les droits de l'homme, mais ce sont des violations graves des droits de l'homme. Parce que quand vous mettez un embargo sur les médicaments, c'est comme pratiquement vous condamnez toute la population à la mort à cause d'un individu. Un monsieur qui va être le président d'un pays, à cause de lui, on sacrifie. Et puis il y a des gens qui sont morts dans cette période-là. Si nous étions dans un monde de justice, on aurait dû dédommager toutes ces personnes-là. Dans une banque, je dépose mes avoirs privés. Et vous me privez de ces avoirs-là. Donc on est dans une période de crise grave et les gens n'ont pas d'argent pour s'acheter de la nourriture. On a conduit les Ivoiriens au suicide. C'est pour cela que nous avons condamné et nous continuons de le dénoncer. Parce que l'Union européenne, en prenant cette décision pour soutenir M. Ouattara, elle a crucifié des Ivoiriens. Elle a sacrifié des Ivoiriens. Même pas des Ivoiriens seulement, mais même les opérateurs économiques. On le diabolise. On a diabolisé Laurent Gbagbo. On dit c'est un dictateur, c'est un assassin. Il a tué, il a tué, il a tué. Même il a commis des crimes économiques. Au finish, on fouille dans tous ses comptes. Pendant qu'il est à La Haye, il n'y a même pas un compte où il a plus d'1 milliard. Il faut qu'on arrête. C'est de la plaisanterie politique. C'est de la comédie politique. Et puis quand on... Parce que vous savez très bien que la crise ivoirienne, mais elle va servir de jurisprudence dans le monde entier. C'est pour cela que nous devons nous battre. Et nous continuons de nous battre pour que M. Laurent Gbagbo sorte de là. Parce que quand M. Laurent Gbagbo sort de là, c'est pratiquement toute l'Afrique qui est réhabilitée. Je ne dis pas que M. Laurent Gbagbo était un bon dirigeant, à 100%. Je ne dis pas que sous Laurent Gbagbo, il n'y avait pas de violation des droits de l'homme. Mais ce n'est pas la communauté internationale qui vient décider du sort d'une population. Et puis, tenez-vous bien, madame, entre autres solutions, dans mon livre, j'en parle. Si vous ne voulez pas raconter, mais organisez un 3e tour de l'élection présidentielle, si vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, je vous regarde droit dans les yeux, et puis je ne sais plus qui a gagné l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Si vous doutez de la victoire de M. Laurent Gbagbo, je suis en droit de douter de la victoire de M. Ouattara. Donc il faut me convaincre. Et les Ivoiriens ont un président qui est imposé, mais qui n'ont pas élu. Il y a eu d'ailleurs beaucoup d'organisations africaines qui ont dénoncé les exactions au nord, beaucoup. Non, mais oui, le jour de l'élection, oui. Le jour de l'élection, il y a eu du deuxième tour. Oui, on a empêché les pro-Gbagbo, on a empêché le LNP de voter. Comment dans un bureau de vote où il a un représentant, il a zéro voix. Mais dis donc, c'est un mauvais représentant, c'est un menteur, ce représentant de M. Laurent Gbagbo. Parce qu'avant de vous désigner comme mon représentant dans un bureau de vote, c'est que quand même je suis sûr que vous êtes mon partisan. Si je n'ai rien dans votre bureau de vote, au moins j'ai une voix. Oui, quand on fait le bilan,
M. Laurent Gbagbo, il y a des endroits où il n'a aucune voix. Alors, il faut qu'on soit sérieux. Oui, il y a eu des fraudes, madame. Oui, il y a eu des brutalités. Il y a eu des violences. Il y a eu des viols même. Le jour du scrutin, le 28 novembre 2010. Et est-ce qu'on a des rapports à l'époque sous le gouvernement Gbagbo sur ce qui se passait? Parce que je sais que Gbagbo avait donné au ministre de la Santé l'enquête sur tout ce qui se passait exactement pendant cette crise. Mais Et oui. j'ai vu que vous avez documenté, par exemple, toutes les exactions de l'ONUCI. Oui. Et... Tout à fait. Tout à fait. L'ONUCI n'a pas été impartiale dans cette crise. Elle a pris position. Puisque son rôle, c'était de protéger les civils contre un dictateur, contre les armes lourdes. Mais il faut que... Je dis vraiment, notre pays a été vraiment l'objet, victime d'un grand complot ourdi. C'est-à-dire qu'il y avait un objectif à atteindre, il fallait l'atteindre par tous les moyens. Et tous les moyens, ils se sont donné tous les moyens. Ils ont pris des résolutions des Nations Unies, exactement comme ils l'ont fait même en Libye aussi. La 1973, la 1975 chez nous. Tout ça pour justifier les interventions militaires. Et ils l'ont parfaitement réussi. Ils ont commis des violations graves des droits de l'homme. Même l'ONU en a commis. Même l'ONU. J'ai dit même l'ONU parce que l'ONU est censée vraiment être d'abord arbitre dans un conflit interne, sans prendre position. Surtout que nous sortons d'une crise électorale. Mais madame, il ne faut pas être dupe. Qui a alimenté la crise? C'est le représentant de l'ONU. C'est lui qui a désigné notre président. À partir du moment où l'ONU a désigné notre président, l'ONU n'était plus impartiale. Et moi, j'ai fait un travail de recherche sur la certification des Nations Unies. Vous allez lire les résolutions, je crois que c'est les 1672, toutes les résolutions qui instaurent la présence de l'ONU en Côte d'Ivoire et la certification. Jamais il n'a été dit que le certificateur pouvait désigner un président de la République. Il est écrit noir sur blanc que le certificateur ne peut pas suppléer, ne peut pas se substituer aux institutions du pays. Parce que nous sommes dans un pays souverain, un pays indépendant. Il y a les institutions qui fonctionnent. La certification, c'était juste pour apprécier le caractère démocratique de l'élection. Est-ce que l'élection est bien organisée? Est-ce qu'elle remplit les conditions de démocratie au plan standard? Est-ce que cette élection-là, le président qui en sort, il peut être crédible? Voilà le rôle du certificateur. Oui, c'était sur le processus, non? Tout à fait. Des élections et pas sur les résultats. Et malheureusement, M. Choi, il a outrepassé ses compétences et il allait même jusqu'à dire, même si on faisait le recomptage, M. Ouattara serait toujours le vainqueur. À partir de là, l'ONU a donné son accord pour que tous les moyens du monde soient utilisés pour que M. Laurent Gbagbo soit dégagé. On ne veut plus recompter les voix. On ne veut même pas penser à faire une troisième élection. Il fallait forcément imposer M. Ouattara. Alors, regardez aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Est-ce que la démocratie est revenue en Côte d'Ivoire? Est-ce que la paix est en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Regardez les exactions des FRC. Jusqu'à aujourd'hui. Notre pays n'a plus de paix. D'ailleurs, votre bureau était fermé pendant beaucoup de temps. Mais ils ont cassé, ils ont brimé, on nous cherchait pour nous assassiner. Moi, j'ai été recherché. Ils ont cassé tous nos bureaux, ils ont tout emporté. Parce que pour eux, nous sommes des pro-Gbagbo et tout ça. Moi, je n'étais pas dans le gouvernement de M. Laurent Gbagbo. Je ne suis pas FPI. Je suis un citoyen libre. Mais j'ai quand même le sens d'analyser. J'ai quand même le sens de donner mon opinion. Et quand je donne mon opinion, j'estime que dans un pays, le fondement d'un pays démocratique, ce sont les lois. À commencer par la Constitution. Si vous dites que vous êtes démocrate, commencez par respecter les lois de votre pays et surtout par respecter les verdicts des décisions qui sont prises. M. Ouattara n'aime pas trop respecter les décisions quand ça ne l'arrange pas. Tout le monde le savait, il y avait un commando invisible à Abobo. Il y avait un commando invisible à Abobo. Vous savez, je vais vous donner une information. Moi j'ai des gars du corps. Jusqu'à ce que je sorte du pays, j'étais gardé. Parce que depuis que la FECI a cassé nos bureaux et que le chef de l'État est venu dans nos bureaux et qu'il nous a aidés à racheter nos ordinateurs, il nous a dit, celui qui veut être protégé, je peux lui trouver des gars du corps. Moi, j'ai accepté parce que je ne veux pas me taire. Donc, j'ai les gars du corps de l'État et puis je critique l'État. Ça, c'est formidable. Il faut être un démocrate comme Laurent Gbagbo pour le faire, pour accepter de le faire. Et mes gars du corps, qui sont des corps habillés, des gendarmes ou bien militaires et policiers,
ils sont en contact avec leurs amis. Chaque fois qu'il y a des morts à Bobo, j'étais un des premiers informés, puisque tout le monde sait que je défends les droits de l'homme. Les forces de défense et de sécurité, les gendarmes et les policiers ont été exterminés dans Abobo par le commando invisible. Il leur tendait des guet-apens, des guet-apens. On leur tendait des pièges. J'ai même le détail d'un épisode, je crois que j'en parle dans le livre, où il y a un qui passe, un aboboulin, qui passe sur son vélo et qui trouve les gendarmes réunis quelque part. Et puis il a dit, ah, attendez, de l'autre côté, à quelques 500 mètres, il y a des gens qui sont en train de se bagarrer là-bas. Les gendarmes, ils montent dans leur véhicule de commandement, ils s'en vont. Les rebelles avaient encerclé le lieu, ils ont été tous zigouillis. Donc le commando invisible a rendu la situation mais inimaginable. Mais le commando invisible, il vient d'où? Il est venu du nord du pays, de la rébellion des forces nouvelles, en passant par le train à partir de Dimbokro. Et en rentrant, parce que le train, quand il rentre dans Abidjan, c'est par Abobo qu'il rentre. Ils sont venus par petites vagues, et ils sont tous descendus à Abobo avec les armes lourdes dans la population d'Abobo. Maintenant, tout cela, l'ONU était au courant. Tout ça, ça se sait. Alors aujourd'hui, la Cour pénale internationale veut se rendre complice. Il faut qu'on évite cela. Et pourquoi je dis cela? Peut-être que je vais terminer par là. C'est dangereux pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est extrêmement dangereux pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez casser M. Laurent Gbagbo. Vous pouvez casser le FPI. Vous pouvez casser les propagos. Mais et demain? Parce qu'aucun pouvoir sur cette terre n'est éternel. Aucun pouvoir n'est éternel. Et moi, je ne veux pas de cycle de vengeance dans mon pays. Alors, il faut que la CPI aide mon pays à se réconcilier et à avoir la paix. Regardez aujourd'hui. Vous libérez Laurent Gbagbo, mais vous avez libéré la Côte d'Ivoire. Vous avez sauvé la Côte d'Ivoire. Ne serait-ce que le libérer, ça va amener tous les exilés à rentrer en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit toujours, j'ai écrit à M. Ouattara, je lui dis, aujourd'hui, faites rentrer les exilés. Demandez à la CPI que la Côte d'Ivoire abandonne les charges contre M. Laurent Gbagbo. Libérons-le. On n'a même pas besoin de la commission de réconciliation nationale. La Côte d'Ivoire sera réconciliée. Moi, j'ai foi en cette voie-là. J'ai foi en cette voie, non pas parce que j'ai peur de la justice, j'ai peur de la vérité. Parce qu'à la vérité, il n'y a rien contre M. Laurent Gbagbo. Tout ça, c'est du pipeau. C'est de la politique. Il faut qu'on arrête de jouer à la politique sur les vies humaines. Je pense que nous sommes autour de 300, entre 300 et 350 au niveau des dirigeants, des hommes politiques déclarés, bien connus, qui ont été arrêtés. Bon, c'est vrai que petit à petit, on libère un peu ceux qu'on considère comme moins dangereux politiquement. Ceux qu'on considère comme moins dangereux politiquement, on les relaxe un peu, on fait de l'habillage et tout cela. Non, non, non. Je dois pouvoir dire, madame, que c'est le grand paradoxe avec le régime de M. Ouattara et du RHDP, du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Vous ne pouvez pas dire que M. Laurent Gbagbo était un dictateur. Et donc, il vous l'enlevez au pouvoir. Et puis, vous arrivez au pouvoir, mais vous êtes plus dictateur que l'a été M. Laurent Gbagbo. Parce que c'est sous Laurent Gbagbo que le RHDP a connu ses lettres de noblesse. C'est sous Laurent Gbagbo que M. Ouattara a été candidat. Un dictateur, mais qui vous permet d'être candidat contre lui. Il faut bien réfléchir. Mais pendant que vous êtes au pouvoir, non, 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 il n'y a pas de meeting. Non, 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 il n'y a pas de marche de l'opposition. C'est vous seuls qui pouvez marcher. Il y a un problème. Est-ce qu'il y a le financement des partis, par exemple? Mais non, non, non. Ça doit se négocier. Et je vous assure que quand vous négociez, il y a des conditions. Par exemple, non, 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 ne critiquez pas M. Ouattara. Non, 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 ne faites pas ci, ne faites pas cela. Il faut être ami-ami. En démocratie, il n'y a pas d'ami-ami. En démocratie, chaque parti politique utilise les moyens démocratiques pour accéder au pouvoir. Et c'est pas moi qui le dis. Voltaire, en donnant une définition de la démocratie, qu'est-ce qu'il a dit? Et je le cite. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Fin de citation. M. Ouattara ne peut pas demander à tous les Ivoiriens d'être d'accord avec lui. Mais M. Ouattara a l'obligation de se battre pour que chaque citoyen exprime
sa vision de la Côte d'Ivoire. Ce qui n'est pas le cas. Bon, d'après lui, tous les dirigeants du FPI sont des assassins, ce sont des auteurs de crimes économiques et tout cela. Mais le FPI n'est pas mort. Le FPI, c'est une structure qui existe dans le droit ivoirien. Mais laissez-les fonctionner. Il faut accepter la différence. Parce que si M. Laurent Gbagbo n'avait pas accepté la différence, M. Ouattara ne serait jamais arrivé là où il est aujourd'hui. Il ne serait jamais candidat. C'est parce qu'il a accepté la différence. Et cette différence-là, il y a longtemps que M. Laurent Gbagbo s'est battu pour elle. Donc ce sont des acquis. Mais attendez, de quoi on parle? M. Ouattara lui-même, lorsque M. Bédier le traque et qu'il lance les mandats d'arrêt internationaux contre lui, son soutien c'est qui? C'est Laurent Gbagbo. C'est bien M. Laurent Gbagbo. Oui, en 94. En 94-95. C'est bien M. Laurent Gbagbo. Avec qui il fait une alliance RDR, FPI contre M. Bédier. Non, arrêtez, parce qu'on connaît quand même l'histoire de notre pays. Oui, d'ailleurs, on pourrait dire quelque chose sur cette critique toujours de l'ethnicisme que Gbagbo critiquait depuis tout le temps dans ses livres. Mais M. Ouattara est très mal placé. M. Ouattara est très mal placé, qui a été défendu, lui qui a été soutenu par M. Gbagbo contre Bédier. Comment peut-il venir dire aujourd'hui que Laurent Gbagbo était un dictateur, il n'aimait pas les nordistes, etc. C'est pas vrai. Il faut arrêter cela. Je pense qu'il y a un discours d'habillage dans tous les cas. Ce qui est fait est fait. M. Ouattara dit qu'il est démocrate, alors qu'il autorise la démocratie dans notre pays. Il ne faut pas qu'on brille la jeunesse du Front populaire ivoirien qui veut manifester. Il ne faut pas qu'on empêche les citoyens comme nous autres de dire ce qu'ils pensent, différemment de pouvoir. De façon, Montesquieu l'a dit, le pouvoir absolu, il corrompt absolument. Fin de citation. Il faudrait que vous acceptiez qu'on vous critique. Parce que vous n'êtes pas Dieu. M. Ouattara n'est pas Dieu. Il commet des erreurs. Les FRC en commettent tous les jours en son nom. Il faut que nous les dénoncions. Et si il était assez fin, il allait prendre les critiques de l'opposition pour donner le meilleur aux Ivoiriens. C'est comme ça qu'on avance dans une démocratie. Lui pense que c'est à des gaietés de cœur que les présidents en Occident se laissent critiquer tous les matins par des journalistes qui ne sont pas d'accord avec eux. Non, c'est utile. Parce que la critique, elle est constructive. Il n'y a que pour les dictateurs dans l'esprit, ceux qui ont vécu dans le parti unique, où lui-même il a été Premier ministre sous Fouette, qui sont bloqués. C'est-à-dire que nous les forçons à faire la démocratie. Mais dans l'essence, dans leur nature, vit en eux-mêmes la dictature que le vieux nous a fait boire pendant 40 ans de règne. Hélas. Donc je voudrais pouvoir terminer par là pour dire, si M. Ouattara ne libère pas la démocratie, il va se faire avaler par la démocratie. Parce que la démocratie, c'est un vent puissant. Vous pouvez brimer le peuple. Vous le brimez. Un matin, quand il est fatigué d'être brimé, on dit, quand vous tirez trop sur la corde, elle finit par se casser. Un matin, les Ivoiriens que vous voyez là, ils en auront ras-le-bol. Et puis ils vont dire, tuez-nous tous. Et puis ça va finir. Ça, ce sont les prémices d'une révolution. Il faut qu'ils fassent très attention. Oui, enfin, Monique Lavry, elle a été relaxée il n'y a pas longtemps. Mais quand je dis Amani Nguyen Saint-Michel, ouais, ici, je me permets de les citer, ça veut dire qu'ils sont tellement rares, ceux qui sont en liberté en Côte d'Ivoire, que autant dire que tout le gouvernement a été traqué. Tout le gouvernement est dehors. Tout le gouvernement est pratiquement dehors. Tous les anciens ministres. Mais bon sang, qu'ont-ils fait tous en même temps? Non. Les gens ont été proclamés vainqueurs d'une élection. Le président a été confirmé. Il fait un gouvernement, on dit non, le bon ministre Katina, du ministre du budget qui est traqué pour crime économique. Mais attendez, est-ce que vous dénoncez la légalité du pouvoir de M. Laurent Gbagbo? Mais c'est le même conseil constitutionnel là, que vous êtes allé chercher un certain 6 mai 2011 pour venir vous investir. Arrêtons de plaisanter. Arrêtons de plaisanter. Donc finalement, je dois vous dire que c'est pour ça que
le régime de M. Laurent Gbagbo a été victime. Vous savez, il y en a qui ont des petites analyses qui disent la politique, c'est un rapport de force. Et comme lui, Ouattara, il avait la force de l'ONU, donc les casques bleus, la force de la France, je crois qu'il a eu raison de la force. Mais ceux qui disent que la politique, c'est un rapport de force, ils ont oublié que quand vous utilisez la force est éphémère. Parce que la force, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas éternelle. M. Bozizé était fort en 2003. Aujourd'hui, il sort. Donc, quand vous utilisez la force pour arriver au pouvoir, vous avez toujours peur qu'il y ait plus fort que vous. C'est pour ça que la démocratie est intéressante. Parce que quand vous arrivez au pouvoir par la démocratie, dormez tranquille. C'est le peuple qui vous a élu. Jamais, tant que votre mandat n'est pas fini, le peuple ne peut pas vous l'arracher. Oui, Laurent Gbagbo avait fait mettre en place même une commission qui devait faire les recherches sur la crise électorale. D'abord même. Mais regardez ce qui s'est passé le jour où l'élection finit. Lui, Laurent Gbagbo, il écrit au Conseil constitutionnel. Ça veut dire que lui-même, il se range dans la logique de ce que dit la loi. La loi dit, si tu as constaté des fraudes, tu écris au Conseil constitutionnel pour faire une réclamation. Moi, ce que je reproche vraiment au Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, et particulièrement M. Alassane Ouattara, c'est que les voies de recours qui existent, il ne veut même pas en entendre parler, il fallait forcément la force. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis contre cela parce que j'estime que la violence que vous utilisez, elle ne choisit pas sa cible. Il y a eu des pro-Ouattara qui sont morts dans cette crise. Il y a eu des pro-Gbagbo qui sont morts dans cette crise. Mais il y a eu des Ivoiriens qui s'en foutaient pas mal de la politique, qui ont perdu leur vie. On aurait pu faire autrement. Où nous sommes à une étape de la confirmation ou de l'infirmation des charges. Il n'y a pas encore de procès. Parce que moi, le Laurent Gbagbo que nous avons connu depuis que nous étions jeunes jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez aller dans un procès, c'est à vos risques et périls. Parce qu'en ce moment-là, tout ce qu'il a entendu, tous les présidents qui l'ont appelé pour le menacer, tout ce qu'il fallait sortir et qui n'a pas encore sorti jusqu'à maintenant, je pense que ce sera le lit. Et tout sera déversé sur la place publique. Et ce ne sera pas seulement une mise en examen de Sarkozy en France, à laquelle nous allons assister, mais ce sera peut-être autre chose. C'est pour cela que moi je pense que pour la crédibilité de la Cour pénale internationale, il est bon qu'on en reste là. Il est bon qu'on se limite là. Parce que, regardez aujourd'hui, on vient de prendre le rebelle de la RD Congo qu'on a balancé à la CPI, qui va être jugé très rapidement. On a déjà jugé Taylor. Mais ces gens-là, est-ce que vous pouvez les comparer à M. Laurent Gbagbo, qui n'a jamais été chef de guerre, qui n'a jamais été chef militaire, qui était président de la République, élu démocratiquement en 2000. On ne peut pas les comparer. Et puis aujourd'hui, on veut le noircir en disant il a fait ceci, il a donné des ordres, il y avait des réunions secrètes. Arrêtez ce jeu bidon. Cette politique politicienne, ce n'est pas digne de la CPI. Je pense qu'il est à la CPI parce qu'il était le chef suprême des armées en tant que président de la République. Bon, mais vous ne pouvez pas envoyer le président de la République, chef suprême des armées, et puis les chefs d'état-major qui sont sur le terrain, ils sont libres. Il y a un qui est nommé au Sénégal, il y a un qui est nommé au Gabon. Mangou Philippe est au Gabon, chef d'état-major. Le pays a fait la guerre. Le chef d'état-major est décoré et il est nommé ambassadeur. Kassaraté, le chef de la gendarmerie, pendant que la guerre était au plus fort, il vient d'être nommé ambassadeur au Sénégal. Et puis vous poursuivez le sommet. Et puis ceux qui exécutent, ceux qui agissent, ils sont libres. Il y a un problème. Je pense qu'ils sont en train de continuer ce qu'ils ont commencé. On a fait arrêter M. Laurent Gbagbo. Il faut trouver les voies et moyens pour le condamner. Mais si vous condamnez M. Laurent Gbagbo, vous avez condamné la CPI. Parce que vous avez dénaturé la CPI. Ce sera un instrument politique, purement et simplement, pour atteindre les objectifs de la communauté internationale. Quand la communauté internationale n'aime pas tel président, elle actionne les organisations internationales, on vous taxe des dictateurs, et puis les Ocampo vont suivre pour venir commencer à vous menacer avec les chefs d'accusation. Et dès qu'on vous arrête, on va maintenant chercher qu'est-ce qu'on doit dire pour que ce soit solide. Et les avocats vont toujours démonter cela. J'ai parlé.